Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Alex! Salut Gauthier! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Design System. Je suis très content de t'avoir pour ce tout premier épisode de l'année. Comme tu le sais, ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est on va un peu parler de ton parcours, savoir d'où tu viens, ce que tu as fait, et puis on parlera surtout de ton taf de Head of Design chez Caféine, qui s'appelait jusqu'à peu de temps Le Kiosque, et puis de ton futur rôle de CPO chez Vibe, dont on parlera plus tard. Avant que je te pose des questions, Alex, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Alex, j'ai 28 ans. Ça fait 8 ans que je travaille dans l'univers du produit digital applicatif. J'aimerais un peu, pour un peu expliquer mon parcours, j'aimerais un peu revenir un peu en arrière, même beaucoup en arrière, plutôt vers l'âge de 12-13 ans. Je vais expliquer pourquoi j'en suis arrivé au métier de product designer. En gros, j'étais vraiment passionné par tout ce qui était mise en scène, effets spéciaux. Je regardais les Star Wars, Seigneur des Anneaux, tous ces films-là où en fait il y a un contexte visuel, il y a une technique derrière qui est vraiment hyper intéressante. Et en fait, j'étais passionné par ça. Alors je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, je m'amusais un peu à recréer chez moi, dans ma chambre, des scènes de films. Puis ensuite, j'ai commencé à monter en fait des films, à faire des storyboards. On a commencé avec mon cousin et plein d'amis qui habitaient vers chez moi. On a commencé à se faire des petits films vers 15-16 ans où on prenait des vidéos, on les montait, on en faisait avec un générique. Il y avait vraiment plein de et même des effets spéciaux. Enfin, on s'amusait à vraiment. En fait, on était hyper passionnés. En même temps, on rendait ça vraiment très concret par la technique. Et donc je pense qu'il y a au départ une grosse envie créative chez moi. Donc ça c'est pour la petite histoire. Après du coup j'ai voulu en faire mon métier, sauf que là j'ai pris un bon bâche de mon père qui me dit que voilà, c'est un peu compliqué l'univers du cinéma, faut avoir les contacts, faut avoir un peu de chance et surtout faut avoir du talent, etc. Donc ça m'a un peu Ça t'a un peu refroidi? Ça m'a un peu refroidi. Il m'a dit toi tu feras ingénieur. Je suis ok, très bien. Alors, sur le principe, je n'étais pas trop mauvais en maths et sur les matières scientifiques, donc ça m'a pas dérangé plus que ça. Donc je suis parti en école d'ingénieur, une école en 5 ans. Là j'ai fait 3 ans et puis en fait je me suis aperçu que c'était pas du tout fait pour moi. J'avais pas envie d'être dans l'univers trop technique, trop industriel. C'était pas quelque chose qui, en fait, les délais sont tellement longs, voilà, entre les cahiers des charges. La conception, etc. Donc c'était pas du tout ingénieur informatique? Non, c'était vraiment du concret. Ingénieur généraliste. Okay. Où je pouvais être chargé d'affaires comme technicien. Enfin, je sais même plus les termes techniques. Je sais pas ce que j'aurais pu faire. Du cycle en V. Ouais, du cycle en V, exactement. Donc j'ai fait 3 ans. Entre-temps, il s'est passé que mon père, en fait, s'est mis à l'époque où Android était un peu arrivé sur le marché. Lui, en fait, mon père code depuis très jeune, donc il m'a mis un peu dans le bain du code et l'univers applicatif par ce biais-là, en fait. Et à un moment donné, il avait une idée en tête. Il voulait coder une application Android à l'époque où sur ce marché-là, les applications Android n'étaient pas très quali, visuellement dans l'expérience, etc. C'était en quelle année? J'ai vraiment un problème sur les dates. Donc, c'était en 2010, 2011. Ok. Même avant. Donc quasiment au tout début d'Android. Ouais, c'est ça, même 2009. Honnêtement, je sais plus trop. Et en fait, lui avait en tête de faire une application de programme télé, donc qui s'appelait Keoli TV. C'est une application qui permettait en fait de consulter le programme télé en live avec une barre de progression pour dire voilà où est-ce qu'en est le programme. Et en fait, je me suis un peu chauffé pour toucher à Photoshop et essayer de refaire des écrans. Alors je sais plus pour quelle raison, mais j'ai commencé en fait par là. Sur le bon vieux Photoshop. Sur le bon vieux Photoshop.
Et en fait, je me suis aperçu que ça me plaisait pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un côté très technique lié au fait que mon père codait, donc je voulais un peu savoir comment ça fonctionnait derrière. Et puis il y avait le côté très voilà, créatif, très concret, je design, c'est codé, ça sort en prod, enfin voilà. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. C'est une application qui a bien fonctionné? Ouais, alors aujourd'hui ça peut paraître un peu, enfin ça peut paraître énorme. Pour l'époque, c'était assez classique parce que du coup le marché était beaucoup plus restreint, il y avait beaucoup moins de concurrence. Je crois qu'on avait fait 200 000 téléchargements. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, pour nous, ça nous paraissait beaucoup, mais aujourd'hui, tu sors 200 000 téléchargements en 3 mois, c'est quelque chose d'assez ouf. Donc voilà. Et donc ça m'a beaucoup plu de faire cette petite mission pour mon père. C'était mon premier projet freelance, on pourrait dire ça comme ça. Dont on peut voir encore des écrans sur ton site internet. Alors ouais, je me suis amusé à redesigner ce projet-là dans le cadre de mon portfolio. Ok. Et quand on préparait l'émission, tu m'avais dit que cette application, elle est toujours dispo, mais elle est pas maintenue, donc faut avoir un vieil Android pour l'avoir. C'est ça. Il y a encore le fichier APK qui est dispo quelque part. J'essayerai de le mettre dans la description du podcast si j'arrive à le trouver. Carrément. En tout cas, il y a encore la page Google Play Store. Ok. Qui montre un peu les écrans, etc. Donc c'était voilà, il faut. J'hésiterai pas à la partager. C'est marrant de regarder ça 8-9 ans après. Et ça a bien changé. Et en gros, à partir de là, j'ai dû faire en fait, je devais faire le site web pour promouvoir en fait cette application qui est Oli TV. Et en gros, j'ai fait en stage de fin de 3e année en école d'ingénieur. Je suis parti dans une école du web. Dans une école, c'était sur Internet, c'est ça? Non, en fait, c'était une agence, web en stage. Et en fait, j'avais l'opportunité de mettre en forme ce site parce que l'idée, c'était vraiment d'axer le côté très technique. Donc, en fait, c'est comme ça que j'ai un peu commencé à toucher au code aussi. D'accord. Et je trouve ça vraiment intéressant de mixer l'aspect technique avec le côté créa que tu peux avoir par rapport au design. Et ça, en fait, ça a été un gros moment pour moi parce que j'ai compris qu'en fait, je pouvais maîtriser toute la chaîne de valeur en faisant à la fois de la conception et derrière pouvoir coder ce que j'avais pu imaginer. T'étais à l'époque développeur front, c'est ça? C'est ça. Alors en gros, je suis reparti en bac+1, donc j'ai arrêté mon école d'ingénieur. Quand j'ai eu ce petit moment en me disant ah ouais, je crois que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Du produit en général et aussi du code. Donc je me suis vraiment mis à beaucoup coder. J'ai fait une année je suis reparti en bac+1, j'ai fait une année à Sup Internet, qui est une école du web. Donc il y avait trois pôles, il y avait marketing, dev, design. Moi j'ai pris le pôle design. D'accord. Mais en parallèle de ça, je faisais beaucoup de code. Voilà, j'ai appris CSS, HTML. Sur ton temps libre à côté? Sur mon temps libre, sur des projets. Voilà, toujours dans cette idée de mettre en forme ce que j'avais ce que j'avais conçu. Trop bien. Et à la fin de cette année-là, donc une école en 3 ans, j'ai encore arrêté. Donc je suis encore pas allé au bout du truc. Parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une SS2I, donc en tant que développeur front et product designer. D'accord. Donc ils m'ont vraiment recruté sur la partie front, sur HTML, CSS. Mais à côté de ça, je leur ai dit que moi j'avais plein d'envie pour bosser sur le design et les produits internes ou externes chez les clients. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment rentrer sur le monde du travail sérieusement. Ok. Voilà. C'était un peu long là, l'intro, mais... Non, et attends, j'ai pas fini, puisqu'il me semble qu'après ça, t'es parti, du coup, ça a duré quoi, 1 an et demi dans ta SS2I? Ah ouais, c'est ça. Et après, t'es parti à San Francisco? C'est ça. Je suis parti à San Francisco. En fait, j'avais l'opportunité de rejoindre une boîte qui s'appelle... j'ai eu l'opportunité de rejoindre une boîte qui s'appelle Evalua en VIE. Alors, je sais pas si tu peux expliquer, ouais, ça peut être intéressant. Ouais, alors VIE, c'est Volontariat International Entreprise. En gros, c'est quand une boîte française s'exporte bien à des filiales à l'étranger, l'État français te finance en fait pas ton voyage mais ton expérience dans cette filiale là, et en fait
t'as des pôles un peu partout. Enfin, tu peux même aller en Afghanistan si tu veux. Si t'as une boîte française qui a une antenne là-bas, j'ai découvert qu'on pouvait aussi y aller là-bas. Je suppose que c'est plus compliqué pour faire du product design. C'est peut-être pas aussi évolué. Et en gros, j'ai fait 1 an et demi là-bas. Parce qu'en gros, les VIE, c'est soit 12 mois, soit 18 mois. Ouais. Et donc, j'ai eu l'opportunité de partir là-bas en tant que product designer. Donc là, tu étais vraiment full product designer, tu n'as fait que ça de ton temps. C'est ça. Et donc dans une entreprise qui s'appelle Evalua, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que faisait cette entreprise pour qu'on comprenne ton rôle ensuite ? Ouais, Evalua, alors on va essayer de vraiment simplifier parce que c'est un produit assez complexe. Donc c'est un produit B2B SaaS. Alors B2B, ça qu'on explique, parce que je sais que dans certains commentaires qu'on me fait, tout n'est pas tout le temps clair. Donc B2B, ça veut dire business to business. Donc c'est finalement une entreprise qui vend un produit à une autre entreprise. Et ça, c'est software as a service. Donc c'est on vend un logiciel tous les mois et il permet de remplir un service particulier. C'est ça. Et donc en gros, Evalua, pour faire simple, c'est un supplier relationship management. Alors là, ça va falloir nous expliquer. Alors, je vais prendre par un exemple, parce que j'aime bien prendre des exemples hyper concrets. Je pense qu'il y en a plein, ça leur parlera plus. Bah, imaginons, on est à Tel Aviv de New York. Tu dois faire une commande pour changer tous les bancs ou toutes les poubelles de toutes tes rues. Ok. Et ben, tu passes par un logiciel comme Evalua. Il y a d'autres logiciels qui existent sur le marché, forcément. Et l'idée, c'est de faire un appel d'offres, de dire voilà, j'ai besoin de 5000 poubelles, 3000 bancs. Qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Et donc en fait, on va faire la demande sur la plateforme, et puis en fait, il va y avoir des fournisseurs qui vont répondre à l'appel d'offres et en fait, on va essayer de jouer sur les prix, de gros. En gros, c'est une sorte d'Amazon mais très très pro. Okay. Où tu peux suivre l'état de tes négociations, tu peux après à petite échelle tu peux juste changer les chaises de ton office et finalement voilà, faire une petite commande de 20 chaises là-dessus, et puis en fait tu peux ajouter un panier, ajouter des éléments à ton panier, faire ta demande. Donc ça, c'est la partie c'est le gros du réacteur. Après, ils ont plein d'autres outils, ils ont de la paye, des notes de frais, alors maintenant je suis pas allé voir le produit depuis un moment, mais ils ont construit plein d'outils autour de ça. Mais c'est un produit qui est vraiment très très complexe et qui cartonne bien, notamment aux US. D'accord. Et Ce qui explique pourquoi on en a quasiment jamais entendu parler en France. Alors, mais bizarrement, ils ont tous les clients, ils ont aussi tous les clients du CAC 40 quasiment. Je suis pas allé voir tout sur leur site. J'ai plus en tête les clients, mais je crois qu'ils avaient PSA, Renault, enfin vraiment tous les gros. Et après aux US, ouais, ils ont dealé avec la ville de New York, ce genre de choses. Donc c'est des très très gros deals, quoi. Des très gros clients. Tu faisais quoi là-bas? Alors, j'étais unique product designer pendant toute la durée de mon VIE. De toute l'entreprise monde. En product designer. C'est pour dire la culture design. Je vois, parce que du coup, c'est un étudiant en VIE à San Francisco d'une boîte internationale qui va faire tout le design. C'est ça. Alors malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout faire. De tout faire. Hein. Je pense que j'ai dû faire 10% dans le temps imparti parce que techniquement, voilà, c'est beaucoup plus rapide de designer que de développer. Après, il y avait un designer market, mais voilà, qui n'était pas vraiment rattaché au produit. Ok. Et du coup, ouais, c'était quoi tes missions? Alors mes missions, c'était déjà principalement de faire un état des lieux de toute l'architecture visuelle de l'app, enfin de l'application desktop. En gros, pour faire simple, techniquement, c'est assez lourd comme outil. C'est basé en .NET, si je dis pas de bêtises. C'est des technos qui sont vraiment assez lourdes, qui permettent pas d'avoir une flexibilité dans l'organisation de tes composants, dans l'organisation de tes pages. C'est-à-dire que moi, je commençais un peu à ouvrir la console et tester de changer des paddings, des trucs, juste des trucs très bêtes, et ça pétait dans tous les sens. Ça, c'était un peu l'enfer au départ pour prendre en main l'outil. Et en gros, j'ai commencé à la fois à jouer sur l'interface avec la console, et puis à côté de ça, je commençais à reprendre les bases. Donc le cœur du réacteur, c'était l'expérience d'achat de produits. Donc là, il a fallu redesigner tous les écrans,
Voilà, on a pris ça étape par étape. J'étais très proche des développeurs qui étaient vraiment juste à côté de moi là où je bossais. Donc ça a été assez simple de commencer à mettre de la dynamique là-dedans, de faire vraiment comprendre aux développeurs que j'étais là aussi pour leur faciliter le travail et essayer de mettre des process en place entre les designers et les développeurs. T'as réussi? Malheureusement non, parce que la technologie qui est utilisée, alors je sais pas s'ils ont changé, mais elle permet vraiment peu de flexibilité entre designer et dev. Okay. Donc c'était beaucoup page par page à retravailler, très peu de notions de design system, très peu de classes, etc. On y reviendra. On y reviendra après. Mais c'était assez compliqué. Ouais, très très compliqué. Après voilà, c'était une expérience super cool. Et puis depuis, il me semble qu'ils ont recruté 3 ou 4 product designers. Donc je pense que ça a dû changer depuis et c'est tant mieux, quoi. Cool. T'es revenu en 2016, mais tu vois un peu la scène produit telle qu'elle évolue depuis que t'es rentré en France. Est-ce que quand t'étais à San Francisco, t'avais cette impression que le produit, le design était déjà en avance par rapport à nous en France? Alors ça dépend sous quel aspect. Sur l'aspect purement expérience produit, je pense que les Français ont rien à envier aux Américains. Après c'est assez récent, je pense. En gros, on a les mêmes outils, on a le même savoir, on a les mêmes méthodes. Donc en fait, il n'y a aucune raison qu'on soit moins bon qu'eux d'un point de vue produit. La connaissance, elle est accessible partout. On est tous capables de s'inspirer, de prendre des choses à droite à gauche. Donc en soi, je pense pas qu'on soit en retard. Après, c'est plus sur d'autres aspects liés à ton produit qui sont pas sur l'expérience même. Tu penses à quoi? Je pense notamment à l'aspect besoin et marketing. Est-ce que vraiment les gens ont besoin de ton produit et en quoi il va être un moyen pour t'assumer sur un marché, parce qu'en fait tu rends ton produit vraiment unique et mémorable. Ça, c'est cet aspect vraiment besoin, pourquoi on fait les choses, pourquoi on voilà, si tu prends juste des to-do de comment faire le meilleur produit et faire les meilleurs flows UX, c'est pas ça qui va faire un vrai produit. Il faut quelque chose en plus qu'on va rechercher chez les entretiens utilisateurs, aussi à l'instinct. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, l'empathie aussi envers les utilisateurs. Et donc tous ces aspects-là, je sais pas encore si on est autant en avance que les Américains. Et le marketing, comment tu vends ton produit, le copywriting, ils sont vraiment en avance là-dessus. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond à ma question. Après ce VIE, tu reviens en France et tu deviens product designer d'abord chez Le Kiosque, qui s'appelle Caféine par la suite, puisque ça a changé de nom il y a quelques mois maintenant. Pour résumer, Caféine, c'est en fait le Netflix ou le Spotify de la presse. Tout à fait. Très bien. Tu pouvais pas mieux résumer J'arrive pas à l'expliquer plus simplement que ça, donc ouais, c'est bien résumé. Et puis pourquoi s'embêter? Et ouais, c'est ça. Des exemples tout faits. Est-ce que tu peux me raconter ton arrivée chez Le Kiosque? Ouais, alors en gros, j'avais été contacté par l'ancien VP Product qui s'appelle Hugo. En gros, il m'avait contacté sur Dribbble. Donc c'était la seule fois où j'étais contacté sur Dribbble. Comme quoi, ça sert un peu. Et en gros, j'ai rejoint cette équipe. À l'époque, il y avait 2 designers plus Hugo qui faisait aussi du design. Et dans la boîte, vous étiez combien au total? J'ai un problème sur les chiffres, mais en France, on devait être 20, 25, à peu près comme ça, et on a une antenne. On a une antenne aussi à Tanger, donc c'était à peu près le même nombre, 20 ou 25 au départ. Et après, donc il y avait 2 designers à proprement parler, plus moi. Et le problème, c'est que la designeuse qui était là est partie quasiment. Je crois qu'elle était déjà partie en fait quand je suis arrivé. Donc on s'est retrouvé à 2 designers et le VP Product. Ça, c'était vraiment l'équipe produit à proprement parler au tout départ. Ok. Et c'était quoi ta mission quand t'es arrivé?
Alors mes missions, bah, je pense que comme tout le monde, c'est d'abord un peu de découvrir, De découvrir l'application. découvrir l'application, voir comment ça fonctionne, comment les designers ont, ont- ont préparé les assets, etc. J'avais quelques missions, mais après c'était pas forcément hyper intéressant au départ. Mais on m'a mis tout de suite dans le grand bain avec un impact très concret sur le produit. Voilà, on a commencé à shipper des features où voilà, il y avait le design que j'avais pu faire, qui était déjà codé. Ça c'est cool. Voilà, après ça c'est les premières missions. Ok. Et, il me semble aussi que tu as bossé sur le design system. Ouais. Alors le design system, en gros, il y en avait pas du tout. Ok, je vais juste te couper d'abord pour expliquer ce que c'est. En dehors de ce podcast, c'est le design system, c'est un outil qui permet en fait aux développeurs, mais également aux product designers de simplifier leur travail. Côté product designer, en fait, c'est tu crées des espèces de petites briques. On pourrait voir ça comme des Lego où tu crées un bouton, c'est une brique, un input, c'est une brique, et à la fin, tu additionnes toutes ces briques ensemble pour créer une interface. Et la même chose existe côté développeur pour intégrer plus facilement les maquettes qui sont faites par les product designers. Et si tout est bien fait, normalement, il y a aussi toute une documentation qui explique comment utiliser ce bouton, pourquoi il est utilisé et comment le faire pour les prochains designers qui viendront. Je sais pas si tu as d'autres choses à ajouter. C'est exactement ça. Je rajouterais que finalement un design system c'est comme un produit à part entière qui doit être maintenu et comme tu disais documenté et surtout assimilé par toutes les parties prenantes, que ce soit à la fois les devs et les designers. Voire même le reste de l'entreprise. Voir le reste de l'entreprise, hein, bien sûr. Après, on y reviendra sur la fin de caféine par rapport à ça. Mais en gros, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de design system, mais comme la majorité des boîtes à l'époque, et encore aujourd'hui, il y a plein de boîtes qui n'ont pas de design system, et on voit encore les soucis que ça peut poser. Surtout, c'était sur Photoshop. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Donc, retour sur Photoshop. Les pages, en fait, honnêtement, le produit était vraiment cool quand je suis arrivé. En tout cas, pour l'époque, il n'y avait rien à envier par rapport à d'autres services. Donc, franchement, le travail qui avait été fait jusqu'à-là était vraiment top. Mais maintenant, en fait, quand tu as un regard neuf, forcément, quand tu es nouveau, que tu arrives dans la boîte, c'est là que tu vois un peu tous les trous dans la raquette. Et c'est là que tu peux finalement prendre du recul et te dire, bon, bah, finalement, on va peut-être attaquer tel ou tel sujet en premier. Et le sujet design system, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi. En gros, ils designaient par page. Ils n'avaient pas forcément cette logique de composants, comme tu disais, de prendre de la hauteur et de se dire est-ce que tel bouton on va pas pouvoir le réutiliser à un autre endroit. La typo, moi, quand j'arrivais, toutes les maquettes, il n'y avait pas une typo qui était pareille. Enfin, ça, je pense que c'est tous les designers qui ont été confrontés à ce genre de, je pense, ouais, un moment ou un autre de soucis. Donc là, j'invente rien sur cette partie-là. Et donc on a commencé à faire ça avec un autre designer qui s'appelle Hugo, qui est arrivé entre temps. Qui n'est donc pas le VP Product. Qui est ni le VP Product ni le designer qui était là au départ. Ok. Donc pour la petite histoire, je suis arrivé chez le kiosque, il y avait donc Hugo et Brian. Donc Brian c'était le designer. Les deux sont quasiment partis. Enfin Hugo est parti quasiment quand je suis arrivé et Brian peut-être 1 an, 8 mois après. Ok. Donc après, je me suis retrouvé seul designer et là j'ai recruté un autre Hugo et c'est avec lui qu'en fait on a pris le sujet du design system ensemble, en se disant il faut vraiment le faire tout de suite. Moi, j'avoue qu'au départ, j'étais pas forcément chaud de le faire tout de suite. Je pensais qu'il y avait d'autres urgences et c'est lui qui m'a vraiment poussé à faire ça. Et je pense que c'est vraiment une super idée qu'il a eu, c'est de tout de suite attaquer le problème à la base. Et on a facilement embarqué les développeurs avec nous. Comment t'as fait ça ? Alors, on a de la chance d'avoir des développeurs, un qui était frustré parce que ils en avaient marre de nous, dans le sens où on faisait des retours dans tous les sens et ils comprenaient pas pourquoi. Et ça les embête le design, quoi, ça les fait chier. Je comprends. Donc quand on leur a dit on va vous faire on va essayer de mettre en place tout
toute une librairie de composants et une fois qu'on va le coder ensemble, vous aurez plus qu'à aller piocher dedans et on n'en parle plus. Forcément, ils étaient hyper contents de ce projet-là. Et en parallèle de ça, on a la chance d'avoir aussi des développeurs qui ont une approche très produit, et très expérience et souci du détail visuel. Et ça, c'est hyper cool parce que voilà, on n'est pas avec des développeurs qui en ont rien à foutre du design, qui voient pas l'intérêt. On n'est pas, ils nous considéraient pas comme des artistes comme d'autres personnes dans la boîte. Et vraiment, ça c'était cool. Et c'était hyper facile de les inclure et de faire avancer ce projet avec eux, quoi. Et comment tu as réussi à embarquer le reste de l'entreprise avec toi? Alors là, c'était plus complexe, mais encore une fois, dès que tu commences ton design system, il sort du spectre juste produit et qui va aller toucher à tous les autres pôles, forcément, ça intéresse tout le monde. Mais comment tu fais pour que ce design system, justement, il aille toucher tous les autres pôles? Alors honnêtement, la première version du design system, elle touchait pas trop aux autres pôles. Donc en fait, on avait essayé d'aider aussi la partie business sur les templates de présentation et aussi sur la partie market à faire des modules où ils puissent construire d'eux-mêmes leurs assets visuels pour que derrière on ait moins besoin à chaque fois j'ai besoin d'un truc parce que le souci dans beaucoup de boîtes françaises, c'est quand tu arrives en tant que premier designer ou deuxième designer, on te prend vite pour un mec qui va faire des visuels pour des campagnes d'acquisition ou ce genre de... Je vois ce que tu veux dire. Voilà, je pense qu'on est tous passés par là. Alors ça dépend de ça dépend de la maturité de la boîte vis-à-vis du design et du design produit, mais tu peux très vite te retrouver à faire des carousels, des mises en avant, des trucs qui ont rien à voir avec le produit, mais qui sont cool pendant 3-4 mois, mais c'est pas ton métier. Mais c'est pas mon métier, et passer 6 mois, t'en as un peu marre et t'aimerais bien faire juste ce pourquoi on t'a engagé et ce pourquoi on t'attend, quoi. Donc, je comprends. Et du coup, on voit comment tu as embarqué les devs, comment tu as embarqué le reste de l'entreprise. Par contre, comment tu as fait pour travailler au quotidien et pour implémenter ce design system? Je sais qu'il y a plusieurs façons de voir la chose. Il y a la façon, on va dire, un peu bourrine qui est de dire on refait tout d'un coup et généralement ça prend du temps. Il y a la méthode un peu plus pragmatique qui est de se dire à chaque fois qu'on fait une nouvelle interface, on va implémenter quelque chose de plus, un nouveau bouton, puis on verra les anciens plus tard. Ou alors on les refait tous en même temps. Comment vous y êtes pris, vous, de votre côté? Alors déjà, on a fait un premier design system sur Sketch, très light, où en gros, moi je me suis amusé j'ai pris tous les screens de l'appli, les principaux, je parle pas des sous-settings de trucs, mais vraiment les principaux écrans, je les ai complètement redesignés. Juste en one shot, mais vraiment sans enjeu produit, c'était vraiment dans mon coin. Et à partir de là, on en a identifié des patterns, des boutons, des nouvelles typos, des associations de typos, etc. Donc on s'est fait un premier design system sur Sketch qui nous a permis, en fait, dès qu'on avait un nouveau cycle de features, de commencer en fait à implémenter les nouveaux composants qu'on avait fait dans notre Sketch dans les nouvelles maquettes. Le souci de ça, c'est que comment tu fais pour faire vivre l'ancien design et le nouveau design. En gros, pour répondre à ta question, on a fait la deuxième option, qui est d'aller designer page par page au moment où on en avait vraiment besoin. C'est-à-dire que voilà, si on devait revoir l'écran, la page d'accueil, enfin la fiche produit, enfin peu importe, et s'il y avait un bouton qui était là, hop, on commençait à le remplacer par le nouveau, et ainsi de suite. On n'a pas du tout voulu rentrer dans une logique où voilà, on s'enferme et on fait tous les changements d'un coup, parce que déjà techniquement enfin au niveau des ressources, on n'avait pas la capacité de le faire. Et deuxièmement, après on pourrait revenir sur cet aspect-là, c'est que on voulait pas non plus faire un changement trop violent d'un point de vue expérience. Visuellement, parce que je pense que vouloir changer une maquette, enfin un produit, une version A, une version B, même si on a les meilleurs arguments et tous les tests qui vont dans ce sens-là et toutes tes métriques, enfin tous tes entretiens utilisateurs, tes tests utilisateurs, même si toi t'es persuadé que ton produit il est forcément meilleur que ce que tu vas sortir avant, en gros c'est un peu compliqué. Je sais que
t'avais préparé un petit peu ce sujet-là, donc t'es en train de regarder tes notes. Donc j'essaye de combler. C'est ça. Mais en gros, ce que je reprends mes notes, je triche. Mais ce que je pense être la bonne méthode, c'est finalement de le faire ça au fil de l'eau, parce qu'en gros, on le voit bien un peu partout, les gens détestent le changement. C'est-à-dire qu'en fait, même si vous avez un design qui est au départ pas forcément celui qui vous plaît, qui est impactant et selon nos standards, qui peut paraître meilleur au départ, bah en fait, vos utilisateurs, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ils aiment notre produit. Enfin, même si selon vous il n'était pas bon, où il y a plein de choses à revoir, bah ils aiment malgré ces imperfections. Qu'on a pu identifier, ben ces utilisateurs-là aiment vraiment ton produit. Et si un jour tu décides de tout changer, même avec la meilleure équipe de design, les meilleurs technos, avoir fait plus de 100 tests, etc. Ben après, je veux pas dire de bêtises, mais selon moi, l'accueil il sera forcément pas mauvais, mais il peut être négatif, parce que la résultante de ça, c'est que les gens, peu importe le changement, qu'il soit bon ou mauvais, dès que ça change, les gens, ça les perturbe dans les habitudes, que ce soit visuel, dans l'expérience de ton produit. Et ça, c'est quelque chose qui arrive quasiment à chaque fois. Et même si ça vous semble légitime, même si ça nous semble légitime ou pas, bah en gros, il faut être capable de mesurer ça, et il faut changer l'UI de manière, enfin step by step, et pas tout changer d'un coup. Je pense que c'est quelque chose qui peut être un peu dangereux pour l'existence même de ton produit. Et Okay. de toute manière, en fait, pour revenir au kiosque, on n'avait pas trop le choix. Ouais, je comprends. Parce que les ressources étaient limitées. Les ressources étaient limitées, mais je pense qu'au-delà de ça, c'était le côté positif, parce que du coup, les designers, on est hyper frustrés parce qu'on aimerait changer tout d'un coup, on aimerait voir de la nouveauté, etc. Honnêtement, l'application le kiosque et caféine, aujourd'hui, elle est complètement redesignée, mais il a fallu quasiment 3 ans, parce que ça s'est fait page par page. Il faut être hyper patient. C'est beaucoup moins long qu'un cycle en V si t'es ingénieur ou quoi, mais par contre, c'est quand même voilà, il faut prendre son mal en patience. Le design, ça va tellement plus vite que le développeur, que voilà, il faut être capable d'être patient sur ça. Donc toi, tu aurais tendance à dire que l'implémentation petit à petit du design et surtout du redesign, en fait, a permis de pas choquer les utilisateurs et de le faire tellement de manière limite invisible, que ça a permis de rendre votre application meilleure sans avoir tous les désavantages du changement du jour au lendemain. Exactement. T'as résumé en 2 phrases que j'ai mis 10 minutes à expliquer, mais Mais il fallait l'explication. Mais ouais, c'est à peu près ça l'idée, quoi. Je pense qu'on reviendra à ce sujet un petit peu plus tard, quand on parlera du changement de nom. Yes. Mais j'aimerais bien revenir un petit peu sur ton parcours. Tu étais product designer et après tu es devenu head of design de Caféine. Comment ça s'est passé ? Alors, donc comme je disais, il y a Hugo, le VP Product, qui est parti. Il y a Brian, qui était un autre designer qui était là depuis 2 ans ou 3 ans, qui est parti dans la foulée. Je me suis retrouvé tout seul designer. Et là, en gros, j'étais sous la responsabilité d'Emmanuel Gallou, que tu connais bien. Qui est CMO de la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui. Voilà. Et en gros, elle m'a chargé, enfin elle m'a demandé si j'avais envie de reprendre un poste de lead design, mais à l'époque, il y avait plus personne à part moi, donc j'étais lead de toi-même. Lead de moi-même, un vrai concept. Et donc en gros, elle savait qu'il fallait de toute manière reprendre un peu, reprendre des ressources en design produit. Et évidemment, moi j'étais plus qu'aligné avec ça. Et je pense que c'est hyper important qu'une boîte ne perde pas cet objectif-là, qui est d'avoir un pôle design produit fort. Et donc j'ai enchaîné en fait à faire un recrutement qui s'appelle Hugo. Et donc on était 2 pendant quasiment 1 an. Ensuite, on a recruté Lucas, qui était du coup à l'époque user research. Donc en gros, nous on définissait la vision design avec Hugo. On était en binôme, quoi. Et puis Lucas, en gros, lui était sur la partie interview utilisateur,
prise de feedback et de besoins. Et en gros, lui pouvait maqueter les solutions et puis nous derrière on faisait un peu la couche design UI par-dessus. Donc ça, en gros, on a fonctionné comme ça pendant quasiment 1 an. Ensuite, on a fait une formation de design crew que je connais bien aussi, puisque je l'ai faite aussi. Que tu connais bien aussi, où finalement on a un peu revu nos méthodes de travail. On est tous repassés product designer, donc full stack. D'accord. Donc Lucas est passé product designer. Et moi, j'étais encore en charge de toute la partie expérientiel produit, consistance visuelle dans le produit et le design system. Donc c'est comme ça qu'on a continué à avancer. Et aujourd'hui, on est 4 designers. Donc j'ai fait recrutement aussi de Aline, qui était en alternant, qui est reparti en alternant sur une 2e année. Et maintenant on est 4 designers. À 4 designers, ça commence à être beaucoup. Donc maintenant on fonctionne en squad. Ok. Donc chacun a son périmètre. Et puis moi je m'occupe encore de la partie consistance sur le produit et on essaye de faire on a des design reviews tous les vendredis où on essaye de challenger les maquettes de chacun. Est-ce que des nouveaux composants peuvent être intégrés dans le design system? On essaye de vraiment toujours bien s'envoyer des bons feedbacks bien hardcore quand t'as travaillé une semaine. C'est hard de se faire défoncer sa maquette, mais c'est hyper intéressant et je pense qu'on apprend tous comme ça. Et voilà comment on est organisé aujourd'hui. Et tu parles d'apprendre comme ça. Si je me trompe pas, l'équipe que tu as montée, c'était une équipe plutôt junior. Ouais. Comment tu fais pour faire justement... Enfin, j'ai même 2 questions. Pourquoi tu as décidé de recruter des juniors? Et ces juniors, comment tu les fais monter en expérience? Alors, en gros, alors quand je dis junior, c'est pas forcément par l'âge, hein, mais junior dans le domaine, ouais. Ce qui était important, surtout pour Hugo, c'était quelqu'un qui était hyper enthousiaste à l'époque, qui avait une vision de son métier qui était pas uniquement, ça je parle en entretien quand on s'est rencontrés, qui était pas uniquement juste du design. Il avait un aspect très marketing, il aimait bien le côté technique, il avait un panel qui est assez large, qui est un peu je pense qu'on recherche au départ quand on est une petite équipe, un profil hyper polyvalent. Un peu en mode quand tu vas reprendre ton premier designer en startup où tu es à 5-6, voilà, tu as besoin de quelqu'un qui a à la fois l'aspect technique pour parler au CTO et après l'aspect un peu business market pour parler à ce pôle-là, etc. Donc voilà, Hugo, c'était vraiment quelqu'un qui avait cet aspect-là. Donc c'est quelque chose qui était hyper important pour moi et surtout il était hyper moteur d'avoir des nouvelles idées. Le design system au départ, c'était aussi lui qui l'a poussé à le faire vraiment le plus rapidement possible. Donc c'est comme ça que je vois les choses. Après, je pense que le designer, il n'y a pas d'âge, mais je pense que la clé c'est vraiment la pratique. Je sais pas si c'était la question ou pas. Après, il y a un peu de ça. Je sais qu'on en avait déjà parlé. Ouais. Tu parles du coup pour évoluer. Tu dis qu'il faut pratiquer souvent. Mais comment tu fais justement pour aider justement ton équipe à pratiquer souvent? Est-ce que tu leur demandes de bosser chez eux le soir sur d'autres projets? Est-ce que tu leur alloues du temps dans la semaine pour pour tester des choses? Ouais, alors moi si j'ai un peu mon top 3 des conseils que j'ai pu donner à certains, c'est en gros Hugo, je lui avais surtout dit au départ, voilà, quand tu es dans un produit, un produit, peu importe sa nature, par définition, tu es enfermé dans ce produit-là et tu vas voir que ces écrans continuellement. Donc si t'as pas fait au départ beaucoup de freelance ou d'autres projets ou des projets d'études, si t'as pas vu plein d'aspects, plein de business, plein de d'univers ou de marchés différents, bah finalement tu peux vite te retrouver enfermé dans ce truc-là. Et comment tu fais pour prendre de la hauteur et avoir des nouvelles idées qui émergent, être capable de faire des liens entre différents business, etc. Et un des conseils que je peux donner, c'est vraiment si on rejoint vite une startup, enfin une scale-up, enfin peu importe, mais en gros,
l'idée c'est de vraiment pratiquer et de voir autre chose que ce que tu fais au quotidien. Donc ça passe par des projets freelance, etc. Donc ça c'est le premier conseil, c'est pratiquer. C'est comme le piano, c'est en gros designer, plus tu pratiques, plus tu vois des pixels, plus ton œil il s'adapte, plus tu es capable de faire des liens entre tout ce que tu vois. Et ça c'est vraiment la pratique, c'est-à-dire que t'as la théorie, c'est dans les livres. Voilà, tu peux regarder continuellement Dribble toute ta journée, mais c'est pas ça qui va faire que tu seras un meilleur designer. C'est vraiment les faire, en fait. C'est vraiment mettre les mains dans le cambouis et vraiment designer toute la journée. Surtout que Dribble est généralement très éloigné du métier de product designer. Oui, c'est complètement. C'est surtout. T'essayes de shiner le plus possible en faire, faisant des trucs pas du tout réalisables. Bah, c'est la chasse au like, donc ça n'a aucun. C'est pas du tout le même objectif que tu peux avoir quotidiennement dans ta vie de product designer. Tu m'étonnes. Donc c'est pas du tout les mêmes enjeux et les mêmes objectifs. Donc ça c'est le premier argument, c'est vraiment voilà, c'est comme le piano, plus tu vas en faire, moins tu vas regarder tes doigts et plus ça va être naturel. Bah pour moi un designer, plus il a pratiqué, plus il a fait de projets, meilleur il est quoi. C'est vraiment comme le foot, comme le piano, comme tous ces matières-là. C'est la répétition qui fait que tu deviens vraiment bon dans ce que tu fais. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil que je lui avais donné à Hugo, c'était toujours designer dans le pire des cas. C'est-à-dire, bah ouais, c'est cool. Là, l'image, elle est super belle, elle est shiny, ce que tu veux, ça rend bien, mais mets-la avec une image vraiment dégueulasse, genre un truc qui te fait rappeler un truc hyper sombre, et bah là tout de suite ton design il est beaucoup moins shiny, il est beaucoup moins accueillant. Pareil pour les textes, toujours voilà, essayer de prendre des phrases longues pour essayer de voir comment ça pourrait se comporter. C'est toujours essayer de designer dans la pire des situations, parce qu'au final c'est ce qui arrivera, et quand c'est pas en prod que tu vas te découvrir ah merde en fait quand il y a une image qui est moins belle, ça rend la carte, enfin je sais pas d'un composant par exemple sur le kiosque, une carte d'article, ouais, si tu mets un truc moche, ben, selon ton design ça peut mieux marcher pour tous les cas, alors que si tu fais juste pour la belle image, ben, forcément c'est bien. Ça c'est les deux gros, je pense, si je devais retenir deux conseils, ce serait cela. La répétition et toujours designer dans le pire des cas. Et le troisième, c'était quoi ? Le troisième, je l'ai oublié. Ok, très bien, on va se contenter des deux là. Ça me reviendra peut-être. Ça marche. Tu parlais de Lucas qui est arrivé pour faire de la recherche utilisateur. Comment vous faites de la recherche utilisateur chez Caffeine ? Alors du coup, bah, ça a complètement changé avec les squads. Maintenant, on est full stack. Donc chacun en fait fait son recueil de besoins. On va au départ. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on a vraiment rencontré beaucoup de lecteurs qui sont venus chez nous. On leur a posé plein de questions d'ordre général sur leurs habitudes, leurs besoins, et on s'aperçoit que, ben, comme dans tout produit, les lecteurs chez Caféine, ben, ils ont des typologies complètement différentes. Tu peux avoir des mecs qui vont par exemple lire un magazine du début à la fin, comme d'autres qui vont lire 3 pages et qui vont partir. Bah, tout ça, en fait, c'est plein de cas, et en fait, plus on a rencontré de lecteurs, plus on a compris qu'en fait, on pouvait pas s'adresser qu'à un seul type d'utilisateur. Et plutôt que de faire un choix, il faut faire des compromis. Alors c'est pas forcément le meilleur truc les compromis, mais en tout cas essayer de répondre à un maximum de personnes tout en étant en respectant les usages et les particularités profondes de chaque utilisateur. Donc ça, on a vraiment compris, chez nous, on a 5 profils types, et on les a vraiment bien identifiés, et plus on faisait d'entretiens, plus à chaque fois ça matchait. Ah bah ça y est, celui-là c'est un explorateur, celui-là c'est un traditionnel. Enfin, on a donné des noms à chaque persona, et on s'apercevait que c'était tout le temps, à chaque fois ça matchait, et puis à chaque type de persona, il y avait des features qui étaient beaucoup plus utilisées que d'autres, et donc comme ça on s'est fait une matrice un peu pour identifier un peu tous les comportements qu'on avait sur l'application. Ok, donc ça veut dire que vous êtes parti d'une organisation où vous étiez 2 product designers et où vous faisiez tester vos maquettes ou vos hypothèses auprès d'un seul UX qui faisait tout, enfin d'un user researcher qui faisait tout pour vous, à une méthode un peu différente où vous faites tout de A à Z.
C'est ça. Pourquoi vous avez fait ça? Je viens de me percevoir que j'avais pas répondu à la question. Mais en gros, donc là, on est tous full stack et en fait, ouais, donc il y avait Lucas qui s'occupait ça individuellement, et puis ensuite on a chacun monté en compétence sur comment faire une user interview, comment récupérer de la data pour comprendre si vraiment la feature qu'on est en train de faire, elle va vraiment répondre à un besoin ou corriger un problème. Et donc ouais, on a tous appris, voilà. À poser les bonnes questions. On a des fichiers avec chacun nos différentes interviews associées à des features, et puis après on a des dossiers rattachés à des personas. Voilà, on essaye de tout organiser comme ça, mais chacun est autonome sur le problème qu'il est en train de tacler dans sa semaine, quoi. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que vous aviez plusieurs typologies d'utilisateurs, dont certains qui lisent plus, d'autres qui lisent moins. Tu t'en rends compte par la recherche utilisateur, mais est-ce que en tant que product designer, tu vas aussi fouiller dans la data pour avoir ces chiffres-là? Ouais, alors la data, c'est quelque chose qui est assez récent chez nous. Maintenant, on a vraiment des data analystes vraiment orientés produits, ce qu'on n'avait pas du tout avant. Donc c'est tellement récent que j'ai pas assez de recul pour te dire, mais oui, évidemment qu'on consulte un certain nombre d'informations sur nos outils, mais c'est quelque chose qui est assez récent. Et maintenant, ça commence à être vraiment bien structuré. Donc aujourd'hui, on peut vraiment en profiter pleinement, mais il y a pas si longtemps, c'était un peu plus dur à ce niveau-là, parce que voilà, pour plein de raisons, c'était priorisé par d'autres pôles, et la data au niveau produit n'était pas encore au niveau qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut vraiment aller piocher, se poser les bonnes questions et dire ah bah là en fait il y a quelque chose à creuser, là il faut améliorer ce KPI par telle ou telle pitch, enfin telle ou telle option. Et Ok. voilà. Ok, top. Toujours dans la recherche utilisateur, je sais qu'aujourd'hui vous êtes en France, en Italie et au Royaume-Uni. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait des lecteurs qui venaient chez vous. Donc, c'est hyper simple quand tu es en France de rencontrer des lecteurs parisiens. Paris, justement, et français. Mais comment vous faites pour aller voir les utilisateurs en Italie et au Royaume-Uni pour vous assurer que l'application, elle est consommée de la même façon ou d'une façon différente? Et si ce que vous faites répond aux besoins de tous vos marchés? Alors, on n'en a pas eu l'occasion encore de rencontrer des lecteurs à Londres ou je sais pas où. On a exclusivement rencontré que des utilisateurs en France. On aimerait bien, entre les designers, potentiellement faire un voyage là-bas pour aller en rencontrer. Après, là, pour le coup, je parle à titre perso, c'est purement instinctif, mais un produit, quand il est bien conçu, il est censé être de manière... c'est vraiment mon avis, après. Il doit être... S'il est universel, je veux dire un iPhone ou un Netflix, il a les mêmes patterns, les mêmes patterns d'utilisation, la même manière de naviguer, c'est les mêmes composants, etc. Et on s'adapte pas, on va pas changer la nature de l'interface parce que c'est en Angleterre ou en France. Donc pour moi, l'application, elle va pas non plus nécessairement être complètement changée si tu changes de pays. Après, ça va être plus dans les contenus. Enfin, nous, comme on est une appli de contenu, je sais pas, en Angleterre, ça va être, on a beaucoup plus des lecteurs de type breaking news, comment on appelle ça, les trucs, les magazines à sensation, ce genre de choses. Donc c'est plus sur des blocs qu'on va peut-être faire remonter parce que ça match plus avec la cible. C'est vraiment dans le comportement de lecture, dans le contenu pur que ça va être modifié. Après, dans l'expérience globale, je pense qu'il y a peu de produits qui se changent complètement d'un pays à l'autre. d'un pays à l'autre. Non, c'est juste une question pour savoir, mais tu as répondu parce que cette idée de mettre en avant un contenu plus qu'un autre, je sais qu'on s'éloigne du design, mais ça fait partie de la recherche utilisateur aussi, donc tu y réponds en sachant qu'il y a plus ou moins de data qui vous permettent d'y répondre. Ok, parfait. Si on changeait de sujet, aujourd'hui on est en janvier, donc il y a 2 mois, en novembre 2019, le kiosque changeait de nom pour devenir Caféine. Pourquoi ce changement ? Alors, le kiosque, si on reparle de l'Angleterre, le kiosque c'est pour acheter des sandwichs ou
ou des cupcakes, donc c'est pas vraiment Pas vraiment de la presse. c'est pas vraiment de la presse, donc ça c'est plus pour l'aspect un peu international. Et aussi, ça nous enferme dans la presse. Et si demain le kiosque ou Caféine, ça devient un média ou une plateforme d'information, finalement euh, avec du contenu de podcast, du contenu vidéo qui viennent alimenter un article, le kiosque tout de suite, tu restes encore enfermé là-dedans, quoi. Ça c'est la grosse raison. Ok, je comprends. Et comment ça s'est passé ce branding, enfin ce rebranding, on va dire plus d'un point de vue produit, parce que on en parlait avec Julien dans le premier épisode, Julien Dornicard, où je lui avais posé un peu la même question, qui était de savoir comment ils avaient changé leur logo et pourquoi c'était eux qui l'avaient fait en interne. Lui m'avait répondu que c'était parce que il pensait que c'était eux qui avaient le plus de légitimité pour le faire parce qu'ils connaissaient les valeurs intérieures de l'entreprise, pourquoi ils voulaient le faire. Vous, si je me trompe pas, vous l'avez fait avec une agence. Pourquoi avoir fait ce choix? Ouais, en gros, ça s'est fait en deux étapes, ce changement de nom. Il y a d'abord la réflexion du changement de nom et changement de branding. Il y a d'abord eu la réflexion du changement de nom. Trouver un nouveau nom, c'est pas quelque chose de simple. On est passé par une agence qui s'appelle Ogilvy Consulting, qui est une très grosse agence de stratégie de marque et stratégie de positionnement sur un marché. Donc on a eu un gros travail là-dessus qui a duré vraiment longtemps avec les équipes marketing. On a eu la chance d'y participer aussi et ça c'était cool. Donc ça c'était un premier boulot. Et pourquoi après on a fait le rebranding donc visuel pour mettre en forme le nouveau nom, la nouvelle marque. On est passé par un cabinet qui s'appelle une agence de com qui s'appelle Seedly. Seedly, c'est une grosse agence de com sur Paris qui travaille avec Nike, KFC, Paris, Saint-Germain, ce genre de compte. Donc nous, clairement, on était un petit compte par rapport à toutes ces grosses marques. Mais en fait, ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup apprécié notre histoire. Et en fait, ils ont voulu nous accompagner là-dedans. Après, à titre perso, j'étais un peu dubitatif sur le fait de tout laisser à une agence en externe. J'ai mis pas mal de warning vis-à-vis de notre CPO pour dire voilà, je pense qu'il faut quand même qu'on ait un contrôle en fait sur ce qui va, d'un point de vue produit, sur ce qui va être fait. Il faut que voilà, le logo il puisse aussi matcher dans l'univers du digital. Faut pas qu'il soit en rupture complète non plus avec ce qui peut se passer sur notre marché. Maintenant, il est, je sais pas, je pense que t'as un avis et puis t'as dû le voir. Il est assez, ce logo et cette icône là, il est assez marquant et c'est un petit C avec un œil dedans. c'est ça, c'est l'œil du lecteur et il y a 1000 interprétations sur ce logo et ça c'est marrant. Après, on pourrait y revenir. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à l'agence Seedly, ils ont d'abord fait un premier brief. Voilà, les premiers retours étaient pas forcément très bons, mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous intéresser, donc on a pas mal creusé. Après, moi, j'ai eu la chance d'aller directement dans leur bureau. On a bossé directement avec celui qui était en charge de notre compte. On a retravaillé certaines couleurs, etc., pour faire un peu plus matcher avec l'univers du digital. Ce qui s'est passé aussi, c'est que Seedly, c'est vraiment une agence de com créa et moins une agence produit. Donc, quand ils nous envoyaient quelques écrans produits, forcément, on sentait que c'était pas complètement leur métier. Et puis, de toute façon, on les avait pas payés pour cela. Mais ils ont quand même essayé de faire un peu s'introduire dans le produit pour voir comment l'univers de la marque pouvait se diffuser sur le produit. C'était pas exactement ça, donc on a essayé de retravailler avec eux et finalement on a repris cette partie là en interne, mais on a conservé le logo, les nouvelles typos qu'ils nous ont fournies, la charte graphique, les couleurs, le tone of voice, la manière dont on s'adresse à nos utilisateurs, le copywriting, voilà comment on a des petits noms à chaque fois sur chaque section sur les contenus de l'application. Voilà, on a une manière de s'adresser à nos lecteurs qui est un peu décalée. Tout ça, c'est vraiment Seedly qui s'en est chargé. Et après, on a récupéré tout ça en interne
Et là, on a commencé à faire on a réutilisé le design system qu'on avait déjà codé en 3 ans. L'intégralité des pages en fait avait été redesigné au design system. Donc les premiers éléments qu'on a fait, c'est injecter le design system dans les pages et voir ce que ça donne, quoi. Et ça a donné quoi? Bah, ça a donné que c'était pas trop mal parce que il y avait plein d'écrans où tu sentais tout de suite qu'il y avait une nouvelle, enfin visuellement, voilà, ça apportait quelque chose de nouveau. Et il y avait d'autres écrans où on a été beaucoup challengé par le CEO, où voilà, il sentait pas qu'il y avait encore la nouvelle marque qui était vraiment présente. Donc c'était assez compliqué, surtout que les couleurs, je sais pas si t'as vu, les couleurs c'est du jaune plutôt clair et du bleu. Ouais, c'est ça, du jaune et du bleu. Donc avoir 2 couleurs primaires sur son logo, après le faire vivre dans le produit, c'était vraiment pas une partie de plaisir. Mais on s'en est sorti, je pense, avec beaucoup d'énergie et c'est hyper intéressant, hyper challengeant. Et en gros, le rebranding, on l'a fait en quasiment un mois, alors que donc en un mois, vous avez changé tout dans l'app pour que ça corresponde à la nouvelle identité. En gros, en un mois, alors le projet de Caféine, ça, il y tient depuis un an. Ouais, c'est pour ça que je parle bien de l'intégration. Le rebranding, c'est-à-dire à partir du moment où on a reçu les assets de Seedly, qu'on s'est mis d'accord, qu'on les a récupérés en interne, qu'on avait déjà un peu fait des tests dans le produit, là, on a dit ok, go, c'est bon, la typo on l'a, les couleurs ce sera ça, le logo il sera comme ça. Bah là, il s'est passé, encore une fois, j'ai un problème avec les dates, mais je crois qu'il s'est passé un mois ou un mois et demi. Et alors l'énergie qu'il y avait dans la boîte, c'était de la folie. Enfin, il y avait on avait Marion qui était la PM qui gérait toute la partie avec les techs et puis toute l'organisation du projet. Enfin, tout ça, c'était un gros truc. Nous, les designers, en fait, je lançais la vision et puis derrière, on challengeait en fait les différents écrans. Et puis après, chacun avait sa plateforme. Il y en avait un qui avait iOS et puis il devait intégrer tous les écrans. Les faire au pixel perfect, un qui avait Android, un qui avait web, et puis voilà, on s'est un peu réparti les tâches de cette manière-là, et c'était vraiment hyper motivant et beaucoup d'énergie sur ce projet. C'était assez dingue. Cool. Et franchement, un mois et demi, c'est rien du tout. C'est rien du tout, quoi. C'est vraiment rien du tout. Et donc, après avoir passé 3 ans chez Caféine, après avoir remis tout le design à plat, après avoir fait un rebranding et t'être assuré que tout avait marché, t'as décidé de quitter la boîte. Ouais. Pour cofonder Vibe. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bah déjà enfin pour moi, Caféine, c'est vraiment, je pense que c'est une boîte qui est unique. Je vais repartir un peu sur Caféine vite fait. Vas-y, je t'en prie. Pour expliquer, mais c'est une boîte unique dans le sens où tu as un impact sur le produit qui est extrêmement fort. Moi, sur 3 ans, voilà, il y a eu plein de choses. Tout ce qu'on a designé. Alors après, il y a plein de trucs qui sont restés dans les cartons, mais il y a plein de choses qui sont arrivées dans le produit et assez rapidement si on est un tout petit peu patient. Et après, l'énergie de la boîte, etc., fait que il y a une culture design, une culture produit qui est extrêmement forte. Et ça, c'est génial. Pour Caféine. Donc du coup, pour trouver un challenge, un défi, un challenge encore plus excitant que ça, fallait vraiment quelque chose d'un un peu perché. Ouais, parce que du coup, comme tu nous le décris, j'ai l'impression que ça a l'air vraiment incroyable. Et la question que j'ai envie de te poser, du coup, c'est pourquoi être parti? Pourquoi je suis parti? Alors, pour la petite histoire, la Caféine m'autorise à faire du freelance. Il m'était arrivé en fait de faire une mission avec un dev qui avait besoin de faire un coup de polish sur son projet qu'il voulait bazarder. Et en gros, on s'est super bien entendu. Il s'appelle Maxence. Et en fait, on a beaucoup fité sur la manière de travailler ensemble entre le dev et le design. Et il se trouve que Maxence a rejoint Vibe en tant que cofondateur d'une équipe de 3 personnes. Donc, cette équipe de 3 personnes, c'est Canel, Brice et Vincent. Vincent, c'est le CEO. En fait, ces 3-là ont fait un truc assez dingue, c'est qu'ils ont lancé une landing page en juin pour tester un modèle, donc pour tester en fait une idée. Donc là, j'en parlais un peu de qu'est-ce que c'est que Vibe. Je vais revenir juste après. Et en gros, leur LP, elle a fait 100 000 préinscriptions en un mois.
Donc, ouais, c'est une équipe de gros hackers. Ils ont réussi à générer une traction et un intérêt autour d'une promesse d'un produit. Et en fait, ils ont été très forts dans la manière de communiquer et la manière de s'adresser à la cible. Alors maintenant, du coup, je vais expliquer ce que c'est que Vibe. Vibe, en gros, c'est une néobanque pour les jeunes, pour les 12-18 ans. Donc, néobanque, on pense à N26, Revolut, mais finalement, ces acteurs-là, ils sont déjà un peu, enfin, à nos yeux, ils sont déjà un peu dépassés. Et ils s'adressent pas forcément aux jeunes, parce qu'en gros, N26, Revolut, ça va être plus, toi et moi, voilà, ceux qui peuvent voyager, qui n'ont pas envie de payer des frais à l'étranger, qui ont envie d'avoir un setup hyper rapide. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qui parlent moins aux jeunes, parce qu'un setup rapide, c'est carrément une norme pour eux. Donc c'est pas sur cet aspect-là qu'on peut susciter de l'intérêt chez eux. Mais en gros, on est parti du principe que du postulat, enfin eux ils sont partis du principe du postulat que les jeunes aujourd'hui ils ont besoin d'indépendance financière vis-à-vis de leurs parents. Ils ont envie d'avoir potentiellement une banque qui soit vraiment adaptée à leurs besoins d'instantanéité. Ils ont besoin d'authenticité dans la manière dont on s'adresse à eux. Et ils ont envie de se différencier aussi de leurs parents parce qu'ils vont pouvoir apprendre à gérer leur compte facilement. Le use case classique, c'est toi ou moi, on l'a déjà eu, c'est voilà, papa, est-ce que je peux avoir 10 € pour partir au cinéma avec mes potes? J'ai pas d'argent, il faut que j'aille encore retirer du cash, il faut que je prenne ma voiture, demande à ta mère, c'est voir si elle a pas 10 € à te filer. Ta mère elle a pas. Donc en gros, comment tu résous ce problème-là qui est la friction et le manque de confiance du parent vis-à-vis de l'enfant dans sa manière de gérer son argent? En fait, Vibe arrive pour être ce point d'entrée des jeunes vis-à-vis de leur indépendance future financière. Ok. Et ton nouveau rôle, ça va être CPO. Donc tu montes d'un grade. Concrètement, là, CPO, ça veut dire quoi pour toi? Alors pour l'instant, je suis CPO de moi-même. Pour l'instant, on est une équipe de 5 personnes. Donc il y a les trois associés au départ. Il y a Maxence, le CTO, avec qui j'ai fait une mission. En gros, c'est lui qui m'a mis en relation avec les trois autres cofondateurs et on s'est super bien entendu, etc. Et donc Maxence, au même titre que moi, voilà, il est CTO, mais il met les mains dans le cambouis. Il fait toute la stack technique, tout le back-end, tout le front-end. Du coup, toi, tu fais. Et donc pour moi, les premières missions, ça va être de poser une vision produit, d'expliquer vraiment en quoi Vibe va être un vrai besoin pour les utilisateurs. On en revenait un peu à ce que faisaient les Américains, à l'aspect marketing et l'aspect besoin. On part vraiment de là parce que voilà, il y a d'autres concurrents. Pour info, on a 4 concurrents sur notre marché, donc on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée de faire une néobanque pour les jeunes. Mais en fait, c'est dans la manière de communiquer qu'on se différencie. Et après, pour revenir sur le rôle de CPO, là, c'est inculquer une vision produit, donc forcément faire les premiers designs, les premières planches pour imaginer la pré-app. Là, pour donner un exemple, en gros, donc ils avaient fait la landing page qui a fait 100 000 préinscriptions en juin. En gros, au moment où je suis arrivé dans l'équipe, on a dû faire une pré-app, donc codée en React Native pour être hyper rapide à déployer à la fois sur iOS et Android. Et ça, en fait, on l'a fait en 2 semaines. On a designé tous les écrans. Maxence, qui est à la base un dev back, s'est mis à faire du front. Il a fait du React. Le gars, il a codé tout ça en l'espace d'une semaine et demie. Et en gros, enfin, j'ai un peu menti. On l'a pas sorti en 2 semaines. On a dû sortir en 3 semaines. C'est un délai très très court. Et en fait, on a sorti l'app. Donc chacun en fait met la main à la pâte. Forcément, pour commencer, il faut que chacun mette ses briques. Donc moi, mon rôle de CPO, pour l'instant, c'est d'abord de poser les bases design et l'enchaînement de toutes les pages. Puis après, à terme, on verra ce qu'il adviendra de l'équipe produit. Mais pour l'instant, on fonctionne bien avec très peu de ressources. Parce que justement, Maxence, il balaye très large. Moi, je suis capable de balayer aussi assez large sur mon scope. Et voilà, et chacun vient un peu manger sur le pôle de l'autre, parce que finalement, le produit, il est à la fois très lié à la technique et aussi très lié au marketing.
et à la stratégie globale de l'entreprise. Bah moi, mon rôle, ça va être un peu d'aller à la cherche d'informations et essayer de comprendre tous les enjeux et de prioriser par rapport à notre roadmap qu'on a et les prochaines échéances. C'est de prioriser tout ça pour donner de la cohérence et un squelette en fait à notre produit. Ok, ben, cool. Je te souhaite plein de belles choses sur ce projet. Ouais. On touche à la fin de cette discussion. J'ai toujours une question qui est préparée à l'avance pour la fin. C'est est-ce que tu as des ressources, des livres, des blogs que tu pourrais nous recommander? Alors, je suis peut-être un peu différent, peut-être avoir une réponse un peu différente. J'ai pas forcément écouté les réponses. Il y a eu de tout. Il y a eu de tout. Alors, moi, dans cette logique de le design et le produit, c'est l'apprentissage, la répétition et en gros, il y a un mix à avoir entre la pratique, l'instinct aussi, l'empathie qu'on peut avoir et la partie technique, donc comment on s'inspire, comment on vient piocher des idées, des méthodes, etc. J'avoue que je suis pas un gros lecteur. J'ai beaucoup regardé Dribbble, j'ai beaucoup regardé Howard, j'ai téléchargé plein d'apps. Voilà, j'ai benchmarké beaucoup de produits. Sachant que regarder Dribbble est un conseil que tu n'as pas donné tout à l'heure. C'est ça. Alors, c'est pas que j'ai pas que de données, mais en tout cas, c'est pas là qu'on peut trouver. On peut vraiment hacker. Pour moi, c'est vraiment. Pour répondre à ta question, j'ai pas j'ai pas la Bible dans laquelle je vais m'informer spécifiquement. Je pense que je vais surtout m'orienter sur, par exemple, Product Hunt pour voir en fait quels sont les produits tech aux États-Unis parce qu'ils adorent trouver à chaque micro problème qui est généré. En fait, ce qui est ouf avec l'industrie du digital, c'est qu'à chaque fois que tu vas créer un outil qui va répondre à un problème, tu vas créer des nouveaux problèmes pour créer des nouvelles startups et ainsi de suite et ainsi de suite. Et ça, ils sont très forts, les Américains, là-dedans. Et donc, en fait, pour moi, le rôle d'un mec au produit pour s'inspirer, ça va être vraiment essayer de trouver des liens, en fait, des parallèles que tu pourrais trouver dans d'autres business qui pourraient débloquer toi ta situation sur ton design ou ton problème actuel. Donc j'ai pas forcément de ressources à proprement parler à part Product Hunt et à l'époque Dribbble, mais pour moi la clé c'est vraiment de pas trop se disperser. En fait, si tu commences à tout regarder, tu deviens un peu je pense que ton cerveau il va exploser parce que tu vois toujours des nouvelles méthodes, des nouveaux outils, des trucs pour aller plus vite. Enfin, à un moment donné, il faut être capable aussi de garder les trucs dont on maîtrise. Par exemple, je sais pas, les outils de prototypage, il y en a plein qui sortent. Moi, j'en suis sur Principle. Je sais que c'est pas le dernier à la mode. Mais pourtant, voilà, ça me sert. Je sais que je vais vite avec cet outil-là, mais je sais aussi qu'il y a plein d'autres outils qui sont encore mieux. Enfin, en gros, si on est continuellement en train de rechercher tout le temps la dernière nouveauté, tout ça, je pense qu'on peut vite devenir schizo. Et je sais pas ce que toi t'en penses. Non, je suis d'accord avec toi sur le fait de faire du benchmark et d'aller voir un peu ce qui se fait ailleurs pour progresser. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi, puisque moi, j'ai complètement arrêté les outils de prototypage. Je préfère rester sur Figma et tout faire dans Figma, parce que ça évolue tellement vite que, de toute façon, Figma fera ce qu'il faut d'ici 6 mois, j'espère. Et en fait, tu te fais toujours rattraper. Et il y a 2 ans, c'était Origami, maintenant, c'est Protopie. Enfin, il y a beaucoup trop d'outils et qui font tous plus ou moins la même chose, mais en même temps tous qui font des choses différentes. Et voilà. Bon, après, moi, je lis beaucoup plus de bouquins parce que ça m'intéresse et je préfère apprendre comme ça. Mais pour ce que tu as dit, ouais, je suis totalement d'accord. Ok. Mais c'est vrai que non, après c'est un problème, je sais pas, de temps, je sais pas comment, ou peut-être d'organisation, enfin j'en sais rien, mais en tout cas j'arrive pas forcément à trouver toujours le temps de lire, etc. Mais on va dire que le temps c'est une excuse, on l'a toujours. Mais c'est vrai que ouais, j'ai dû. Après, il y a aussi cette envie de aussi décrocher quand tu rentres chez toi. C'est ce qui est normal. Bon là, en ce moment, j'arrive pas trop à décrocher, mais. Mais t'as voulu monter ta boîte. Il va falloir un peu assumer. Mais ouais, c'est un peu.
Il y a tellement de choses hyper intéressantes à lire, mais c'est vrai que j'ai pas encore le temps de prendre du recul là-dessus. Donc je suis un peu en mode fonceur, quoi. Je comprends. Si des gens veulent te contacter, on les renvoie vers quoi? Ton LinkedIn, Twitter? LinkedIn, LinkedIn, Twitter, Ok. pas de ou portfolio. Ok, ben je mettrai tous les liens dans la description. Merci beaucoup Alex pour cet épisode. Merci à toi. C'était hyper intéressant et puis je te souhaite tout le succès que tu puisses avoir avec Vibe. Et puis à très bientôt. Ça marche. À bientôt. Salut. Ciao. Vous êtes encore là? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.